Ossisco. Rouyn-Noranda, une ville du nord-ouest du Québec, contient un trait d'union dans son nom. Il y a aussi un trait d'union dans la ville, le lac Ossisco. C'est un lac de tête, sans affluent, qui fait face aujourd'hui à de graves problèmes d'eutrophisation. Ce balado accompagne la réalisation d'un projet collaboratif intitulé « Spectralité et spéculation du lac Ossisco ». Bienvenue au dernier épisode de Ossisco, un lac de tête, notre épisode de conclusion. On est avec Audrey Grandchamp, Mélanie Harel-Michon, Gabrielle Turbide et Jonathan Hope, qui pilotent le projet depuis le début, et moi-même, Charlotte Biron, pour conclure, pour parler de vos projets, à vous trois, puis pour peut-être voir qu'est-ce que ça a donné de parler à tout ce beau monde pendant les 3 derniers mois. Je passerai le micro à Jonathan pour lancer le bal, pour qu'on entende un peu à quoi ressemblaient vos propositions au début, puis qu'est-ce que c'est devenu au fil du temps. Parfait, merci beaucoup. Donc, Audrey, Mélanie, Gabrielle, bonjour. Là, en fait, on retourne un peu le micro parce que depuis le début du balado, là, c'est surtout vous qui interviewez. Là, c'est plutôt de vous faire parler. Donc, je commencerai peut-être à vous demander là, de vous introduire puis de parler de votre parcours et des liens disons, plus généraux avec le projet Spectralité et spéculation du lac Ossisco. OK, ben moi, c'est Audrey. Je suis à la maîtrise. Puis moi, je m'intéresse aux matières précaires, aux paysages de l'Anthropocène. Fait que c'est assez lié, en fait, au projet SSLO. Puis je dirais que moi, je suis arrivée à la maîtrise avec l'envie de comme me questionner sur des pratiques littéraires qui dépassent un peu l'objet livre classique. Comme à la base, je pensais être en recherche. Fait que je m'intéressais aux pratiques de Sophie Calle ou Chantal Neveu, qui sont comme un peu dans la performance. Puis finalement, j'ai décidé d'aller en création parce que j'avais envie d'explorer cette avenue-là un peu par moi-même. Fait que je trouve que c'est ça, c'est quelque chose que je fais dans mon projet de maîtrise qui est lié aux déchets industriels liés à la production d'aluminium. Puis c'est quelque chose que je peux faire aussi dans le projet SSLO. Merci Audrey. Mélanie? Oui, bon, c'est Mélanie Harel-Michon. Je suis étudiante au doctorat en études littéraires à l'UQAM, sous la direction de Philippe Charon, qu'on a entendu dans un ancien épisode. Là. Vous irez écouter ça. J'ai une pratique de création littéraire informée par le pragmatisme états-unien, en particulier les travaux de John Dewey, Limite obsédée, là, par M. Dewey. Mon mémoire portait sur l'aménagement du territoire à Laval, ainsi que sur ses dispositifs de consultation publique, puis j'employais des techniques de cut-up et de collage pour décortiquer la documentation municipale. Donc voilà. Puis pour ma recherche doctorale, en continuité, j'explore les potentialités du pragmatisme littéraire pour redécrire des problèmes publics dans le contexte de la démocratie représentative au Québec et au Canada. Donc, j'ai plusieurs liens avec le projet SSLO à cause de l'approche pragmatisme en jeu puis du travail fait avec le collectif qui a mené lui aussi des consultations. Puis, d'ailleurs, je me suis servi de leur documentation pour faire ma proposition. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Gabrielle, à toi la parole. Oui, allô? Je m'appelle Gabrielle Turbide. Je suis étudiante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. J'ai une pratique hors sciences. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéresse aux écosystèmes photosynthétiques puis aux relations entre l'humain, le végétal et la machine. Je travaille principalement avec les plantes et le phytoplancton, donc des petits micro-organismes photosynthétiques. Puis, je m'intéresse aussi aux processus biologiques comme l'eutrophisation, comme moteur créatif et relationnel pour penser mes installations. Donc, c'est ça, le projet du lac Ossisco était vraiment dans mes cordes. Puis, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je crée des dispositifs inspirés par l'eutrophisation pour condenser le plancton, pour l'utiliser comme matière photosensible pour réaliser des impressions photographiques avec le soleil. Que j'ai une pratique très expérimentale hors sciences.
C'est merveilleux. C'est tellement vous avez tellement des beaux projets. Moi, je trouve que je suis très, très contente qu'on les entende. Je sais que vous avez posé la question aux autres intervenantes, de c'était quoi leur première impression du lac. Puis, ben là, j'ai hâte de vous entendre, mais je me demandais aussi si... tu sais, si vous aviez eu l'impression d'épuiser la question ou si, à l'inverse, vous avez l'impression qu'il y aurait comme... Tu sais, que vous pourriez poser la question à l'infini puis qu'en fait, plus on pose la question, plus on a envie d'entendre cette première impression-là. C'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai l'impression, par rapport aux impressions des gens qu'on a questionnés, là, je pense que puisqu'on est comme arrivés tout en convoi, mais en tout cas, Mélanie, tu me diras, mais qu'on est arrivés tout en convoi ensemble à Rouyn pour une fin de semaine, j'ai comme eu l'impression que la première impression était un petit peu partagée quand même de tout le monde parce qu'on est arrivé avec un but semblable. La plupart des gens étaient comme jamais allés à Rouyn. Fait que je pense que l'effet de surprise là, de voir un lac aussi vaste, aussi grand, avec la fonderie évidemment en arrière qui est comme difficile à manquer, je pense que ça c'est revenu beaucoup. Oui, mais moi en fait j'étais surprise, je m'inquiétais en fait de tout le temps réentendre la même chose, mais finalement il y avait, en tout cas les gens relevaient toute leur petite curiosité, là, je pourrais nommer des exemples où on n'est pas obligé. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y avait comme des... Vous irez écouter ça. Des premières impressions qui se ressemblaient, mais c'est vrai que dans la description ou le récit qui était fait de cette rencontre-là, les gens n'insistaient pas sur les mêmes choses, tu sais. Ouais. Comme Gisèle, je me souviens, a beaucoup parlé des arbres un peu biscornus, Rachel aussi, mais... Shabnam puis Didier qui eux sont plus en aménagement du territoire, ils faisaient vraiment le lien, tu sais, avec la ville, le fait que finalement la ville déborde presque dans le lac, tu sais, en tout cas on voyait vraiment les imaginaires de tout le monde dès cette deuxième question-là, tu sais, je trouve. Oui, Philippe disait que c'est comme si la ville s'arrêtait vraiment directement au lac parce qu'il y avait pas vraiment il y a un aménagement là, mais il y avait pas je pense qu'il relevait pas autant d'activités marines qu'il peut avoir autour d'un lac d'habitude, mettons, quand t'arrives à Magog, là, c'est ça qu'il disait, là. Ouais, c'est comme si c'était vraiment, il y avait pas d'usage visible, en tout cas, puis que ça faisait vraiment une espèce de rupture, vraiment, avec la ville. En tout cas, c'était vraiment riche, là. Les gens avaient des belles... ouais. Puis vous, votre première impression? Mais moi, je pense que l'envergure du lac, c'est vrai que ça m'a étonnée. Tu sais, que je pensais pas, comme je savais qu'elle allait être gros parce que j'avais vu les images satellitaires sur Google Maps, mais je pense que quand je l'ai vu en vrai, ça m'a comme surprise. Puis en même temps, en tout cas, on va pouvoir en parler plus tard, mais moi puis Gab, on a habité à Bécomo. Puis je me souviens que j'ai comme eu un peu un sentiment de déjà vu juste dans le fait d'arriver dans une ville qu'on connaît pas, qui est loin, tu sais, qu'il y a eu un long trajet. Puis là, on voit quelque chose qui est comme un peu le symbole de la ville, mais tu sais pas encore comment l'interpréter. Puis là, faut comme que t'aies une petite prudence par rapport à ça, où t'as hâte de fouiller les épaisseurs de cette chose-là que tu vois, tu sais. En tout cas, je sais pas, à Bécomo, quand t'arrives, il y a comme une immense statue, tu sais, en avant, là, qui est comme un carrefour giratoire, là. Déjà, c'est rare sur la Côte-Nord. Puis là, il y a une immense statue, puis je me souviens que j'avais vu ça. Puis là, j'ai réalisé que j'arrivais dans une ville, tu sais, qui était loin, que je connaissais pas du tout. Puis je trouve que j'ai comme eu un sentiment un peu semblable devant le lac Ossisco. C'est ça. Ben, moi, j'avais des écouteurs là, pour enregistrer des sons qui vantaient pas mal. C'est vrai que ça vantait beaucoup. Mais c'est ça. Puis, réellement, on dirait que moi, ce qui m'a vraiment comme frappé, c'était à quel point le lac était bien aménagé, bien animé et médié là, par les gens qui étaient là. Mais c'est sûr que c'était dans le cadre d'une balade de Cisco, mais n'empêche. Puis je trouvais vraiment que je trouvais ça vraiment intéressant aussi, les récits des gens sur le lac, là, qui étaient comme un peu... Puis sur la ville de Rouyn, qui étaient comme un peu des variations sur le même thème. Tu sais, comme ils ont répété souvent les mêmes... comment dire? Comme des capsules. Je sais pas trop. Mais il y avait comme... Le récit est comme bien structuré, mais ils ont chacun leur façon d'en parler. Là, on parlait des frauds, le nid du faucon pèlerin. Puis en même temps... puis aussi, ça m'a fait rire, c'est comme les doutes là, sur le récit glorifié d'Edmund Horne là, par Sébastien qui disait que de la BANQ qu'il l'appelait Jebediah, là, qui était comme en référence, c'est ça, au faux fondateur de Springfield dans Les Simpsons. Fait que je trouvais que c'était vraiment intéressant de montrer que malgré que c'était des discours semblables, il montrait aussi qu'il était comme critique puis il s'est réapproprié
ou en tout cas qui créaient les leurs. Puis là, en tout cas, j'ai d'autres choses, mais peut-être plus tard. C'est ça. Mais moi, j'ai pas vu encore le lac. Fait que j'ai plus appris sur lui en lisant des textes, dont le portrait diagnostique du lac Ossisco que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis comme je travaille plus sur l'eutrophisation, mais dans des environnements que je contrôle, ben là, je trouvais intéressant de lire sur un cas qui est réel, puis qui est sur un cas précis d'eutrophisation, puis de lire justement sur les dynamiques présentes dans le lac. Puis essayer de me dessiner une espèce de sorte de carte mentale de ces relations-là. Puis j'ai vraiment hâte de le voir. C'est tellement intéressant dans vos réponses. Je retiens la prudence, un des gros symboles. Je retiens les micro-récits répétés. Les gens font beaucoup ça avec les symboles dans les lieux comme ça, les espèces de... les éléments importants du paysage puis des villes. Puis moi aussi, moi, j'ai déjà vu le lac Ossisco, mais j'étais pas là à cette fameuse fin de semaine. Puis j'ai comme l'idée d'y aller pour le rencontrer en ayant traversé beaucoup plus de documents maintenant, puis beaucoup, beaucoup plus d'informations. C'est vraiment il y a un effet très intéressant, je trouve. Oui, mais c'est vrai que tout ce qu'on peut voir avant ou à côté, ou peu importe, là, c'est-à-dire tous les objets qui peuvent informer nos expériences le font réellement. Là, c'est-à-dire... puis, en fait, c'est peut-être un peu l'essence du projet, là, mais c'est de créer des objets pour informer des nouvelles expériences aussi. C'est-à-dire... Ces documents-là ont une valeur, puis nous permettent de comme voir... le but, c'est pas d'épuiser peut-être, là, mais de tenter de l'épuiser, je sais même pas, mais en tout cas, à tout moins, de pluraliser les usages de ce lac-là, puis les interprétations de ce lac-là. Puis c'est sûr qu'on aurait pu faire ça avec n'importe quoi, en fait, finalement, là, mais... ça nous permet de faire le lien peut-être avec vos propositions. Hein? D'où est-ce que vous êtes... parti? C'était quoi vos propositions initiales? Comment ça a évolué? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Donnez-nous une petite idée. Puis en plus, vous avez inclus... il y a comme une histoire, là, vous avez inclus des nouvelles personnes. L'apparition. La troupe s'est agrandie, là. Ben moi, ma première proposition, je voulais enquêter sur le rapport entre les Rouyn Norandine et le temps libre et l'eau, la baignade. Puis je voulais faire le lien avec ma propre expérience, là, donc réfléchir un peu à ce que ça signifie d'être près d'un point d'eau sans pouvoir s'y baigner. C'est ça, là. Toutes les expériences que j'ai à Montréal, c'est un peu ça, mais j'en ai pas de précises à nommer. Mais c'est ça. Puis aussi, la possibilité de développer un intérêt envers l'eau et le lac, même si on peut pas en tirer quelque chose d'immédiat. Puis aussi les apprentissages qu'on peut faire de prendre soin collectif qui produit peu de résultats ou une action moins visible. J'héritais pas mal de ma maîtrise là, sur le fait de rêver l'obscur et de continuer d'agir, même si c'est ça, on voit pas en bénéficier. C'est fou parce qu'on écoutait un podcast sur les mines, là, je me rappelle pas c'était quoi, Pays des cratères, c'est ça, oui. Puis là c'était puis là c'était les communautés autochtones qui parlaient des 7 générations, un peu de mobiliser ce soin intergénérationnel. Mais c'est drôle parce que c'est ça, nos premières propositions, c'était vraiment plus atomisé, là, tu sais, on n'en avait pas parlé ensemble. Mais moi aussi, j'étais un peu dans l'idée d'une autre temporalité, là, un peu comme tu dis, là, peut-être plus... moi, à la base, je voulais comme faire un lien entre les documents scientifiques qui caractérisent les sédiments, là. J'écris sédiments géochimiques qu'il y avait dans le lac Ossisco. Fait que le lien entre ces épaisseurs-là, puis les épaisseurs de discours qu'il y avait autour du lac Ossisco, puis de la situation écologique comme à Rouyn-Noranda en lien avec la fonderie. Fait que faire une espèce de maillage, de mélange entre les deux à partir de pratiques, là, tu sais, j'étais vraiment dans le texte. Là. Moi, au contraire, j'étais au début de ma maîtrise, là, dans l'idée du copier-coller, caviardage. Fait que c'est ça, superposer différents documents puis de faire une espèce de travail d'épaisseur qui mélange discours et éléments géologiques, là. Donc là, de ces deux propositions-là, vous vous êtes métamorphosés? Comment ça s'est passé? Ben là, on s'est rencontrés, moi et Mélanie. Ben déjà, c'est ça. Ouais. Il y a eu ce moment où on se disait, mais tu sais, finalement, comment est-ce qu'on peut travailler? Puis ben là, ça devient un peu un élément. Excuse-moi, je prends la parole, mais tu sais, c'est un peu une sorte de carte blanche. De, ben, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Puis qu'est-ce qu'on a envie de faire? Puis
Oui, mais vas-y, ouais, donc parlez de votre métamorphose. Ben, la métamorphose a commencé dans ton séminaire, Jonathan, parce moi et Mélanie, on s'est rencontrés, là, on s'entendait bien, puis en plus, on a réalisé que finalement, on n'avait pas le même focus dans nos propositions, mais on a comme une pratique d'écriture, ou en tout cas des intérêts de questionnement poétique qui se rejoignent, tu sais. Oui, c'est pas si courant. Non, c'est ça. C'est comme Ouais, on s'est trouvés. Puis après ça, là, on a comme commencé à brainstormer, puis là, il y a eu toute la dimension interdisciplinaire, tu sais, qui est devenue comme plus importante dans nos réflexions. Puis là, ben, c'est parce que moi puis Gab, on est amis depuis comme 20 ans, meilleurs amis. Faut le dire. Donc c'était pas si loin, là, tu sais. Mais je pense qu'on a décidé de t'intégrer dans le projet parce que, ben, tu travailles sur l'eutrophisation, là. Fait que c'était comme un ajout parfait. Puis là, je pense qu'il y a eu une phase de brainstorm qui a commencé les trois ensemble. Ben, je peux rajouter, ouais, c'est ça, Audrey puis moi, on a comme co-évolué ensemble un peu, puis on s'influence, puis on a toujours eu un intérêt commun pour la matérialisation de l'écriture, puis c'est le deuxième projet qu'on fait ensemble, ou le premier où j'avais imprimé au phytoplancton des poèmes d'Audrey, le deuxième sur bioplastique, fait que ça a comme été naturel de retravailler ensemble. Puis c'est ça, on a comme le même univers créatif aussi, puis avec Mel aussi, ça l'a full fité, puis ça a été vraiment facile finalement de collaborer ensemble les trois. Là. Oui. Moi, j'étais tellement impressionnée en rentrant dans l'atelier de Gab, là, avec ses nombreux tubes pleins de phytoplancton, là. Vraiment, on sent bien leur science, là, complètement en scène dans l'atelier. Je l'explique mal, mais là, moi, je fais juste le voir puis être bien impressionnée. Mais c'est vrai que c'est comme le brainstorm s'est passé dans une espèce d'environnement comme laboratoire expérimental. Puis là, c'est ça, on était comme partis avec des idées de rituels ou de penser comme une forme de rituel qui pourrait se faire autour du lac. Je pense que dès le début, on savait qu'on voulait quelque chose d'un peu performatif, une performance. Fait que là, on pensait à, je sais pas, des amulettes, construire quelque chose, tu sais, qu'on pourrait comme utiliser. Et on avait passé à un workshop, d'imprimer aussi des poèmes sur du bioplastique, puis de faire une mise à l'eau, comme un peu symbolique, puis que là, le bioplastique s'effrite dans l'eau. Ouais. Puis il y avait comme un lien, en fait, avec l'humoriste qu'on nommera pas, qui est possiblement venu avec son bateau, avec des plantes envahissantes, puis qui a complètement, en tout cas, contaminé le lac. Fait que c'était comme une mise à l'eau, comme quand tu vas dans un lac, là, faut que tu laves ton bateau pour rentrer, là. Il y avait comme un peu de ça dans cette mise à l'eau-là. C'est vrai, il y avait l'idée du protocole. Oui. Mais là, finalement, on a dormi sur cette idée-là. Puis là, Gab, t'es revenu avec... On a réalisé assez vite que même si c'était biodégradable, il y a quand même une trace qui est laissée, qui vient pas du lac. Puis on s'imaginait, nous, repartir à Montréal en ayant laissé nos bioplastiques dans le lac. Puis c'est ça, on a vite jeté l'idée à la poubelle. Puis ça nous a amené, finalement, à s'interroger aussi sur notre posture, là, par rapport à ce lac-là. Puis là, ça a comme... Je trouve qu'on est revenu un peu à des questions que tu parlais au début, Mel, là, de se demander, OK, mais nous, c'est quoi notre lien avec des plans d'eau comme ça pollués? Puis là, on en est venu à l'idée de faire des vivariums miniers. Puis, dans le fond, de faire une performance où on aurait un protocole de construction d'un vivarium minier qu'on ferait devant les gens à Rouyn. Puis là, pour faire ça, on est allé faire des collectes à Montréal pour faire comme des premiers tests, puis aussi de l'expérimenter pour vrai dans un territoire qu'on habite puis qu'on connaît. Fait que moi puis Gab, on est allé à Tétroville. C'est un quartier qu'on a déjà habité quand on avait 19 ans. Ça fait quand même longtemps. Puis on est allé au seul parc qui est comme un des premiers parcs où il y a un accès à l'eau. Après le port, puis les... Toute la bordure industrielle là, qui part de Schlag, là, puis qui monte jusque dans le nord de la ville. C'est les raffineries ou non? Non, c'est pas ça. Mais c'est beaucoup le port, là. OK, c'est le port. Mais il y a il y a l'usine... D'épuration. Ouais. Bref. Ça, c'est toujours des endroits intéressants, ça. C'est ça. Fait que là, Audrey, elle a récolté l'eau. Puis là, on prenait des photos, on trouvait ça bien drôle. Puis... Première erreur, à main nue. À côté de l'usine d'épuration? Oui. Ah, ça, c'est hot. Puis après, on avait vraiment faim, fait qu'on est allé déjeuner
dans un restaurant. Avec la main qui restait. J'ai peur. Puis là, à un moment donné, je check les mains Audrey. Puis il était vraiment rouge. Puis elle avait comme des espèces de prolifération de plaques rouges sur les mains. Ça brûlait. Ouais. Puis là... Le récit. Est-ce que ça finit bien? Est-ce qu'on... Oui. Ben, Audrey est devant nous, en tout cas. Là, donc ça va. J'ai mis Elle a ses deux 2 mains. Je sais pas si c'est Ouais, les ouais, siennes, mais- mais en tout Puis on a acheté des gants pour la collecte à Ossisco. Ouais, mais ça nous a comme... on dirait, je trouve ça intéressant, ce moment-là, parce que ça nous a comme fait réfléchir. Tu sais, justement, on se disait, on va partir avec des plans d'eau qu'on connaît, nanana. Puis tu sais, finalement, c'est aussi un air où on peut se baigner, tu sais. La baignade est accessible. Puis moi, je me disais, je me suis juste mis les mains, puis j'ai juste ramassé de l'eau dans un baril, puis j'avais les mains toutes rouges de plaques, puis piquaient, là. En tout cas... Fait que là, on a dit, OK, c'est avec ça. Ça, c'est notre matière pour faire notre vivarium minier. Puis là, on a fait comme tout le protocole. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant juste parce que c'est des conversations qu'on a eues dans les épisodes de podcast, de discuter avec les gens puis de dire, mais en fait, les eaux qu'il y a à Montréal sont polluées aussi. Puis là, on en a... Tu sais, j'ai eu l'expérience concrète du corps, là, tu sais. Fait que c'était... Je trouve que t'as une belle attitude. Je trouve que t'as une belle attitude, Audrey. Vraiment. Je me suis lavé les mains, puis... Non, mais il y a quelque chose aussi avec l'eau qui est comme un peu inquiétant, là. C'est-à-dire, quand c'est un solide, ben, il reste là, tu sais. L'eau fuit, tu sais, elle se promène, tu sais, comme un peu insaisissable, puis genre qu'on la... Je sais pas, il y a quelque chose de plus inquiétant, peut-être, avec l'eau, là. Fait que, ouais. Mais elle peut puer, par exemple. Oui, Ça, aussi. c'est l'expérience que Gabrielle a eue avec le vivarium qu'elle a eu test. On a fait un vivarium test avec leurs collègues, puis c'est ça qu'elle l'a jeté il y a pas longtemps parce que c'était insoutenable. Ah, Ouais. Ben, c'est ça. C'est qu'on avait mis aussi un bioplastique à l'intérieur pour voir comment il se dégradait dans l'eau. Puis, mais tu sais, c'est un atelier que je partage avec d'autres étudiants à la maîtrise. Puis là, c'était rendu assez grave, l'odeur. Fait que j'ai dû le nettoyer, mais c'était quelque chose. On est où, là, par rapport au récit de la proposition finale? Est-ce que Non, il y a pas de problème. Je me dis, est-ce que c'est là qu'on s'en va, le vivarium odorant? Ouais, ça va être une expérience olfactive. Ouais, ben là... Je pense que le protocole, on a envie de le garder. L'idée de prendre... Tu sais, c'est qu'il y a tout un monde là, qui existe de fabrication de vivarium. Il y a des protocoles très précis qui existent sur Internet. Puis on s'est inspiré aussi de l'idée d'aquascaping, qui est comme de faire des paysages dans des environnements, tu sais, contrôlés. Fait que là, dans la proposition, on en est là où on a envie de garder ce protocole-là, mais que peut-être qu'on va... on a accepté que c'est comme aussi une chose qui évolue, mais qui est pas nécessairement une décoration que tu peux garder dans ton salon. On est plus dans l'éphémérité, tu sais, mais de voir comment toutes ces choses-là dans un petit environnement, tu sais, finalement, oui, il y avait le bioplastique, mais le reste, c'était quand même des roches puis de l'eau accessible. Puis c'est ça aussi qui, tu sais, il y avait déjà une odeur là, avant que ça évolue. Fait, en tout cas, je pense qu'on est juste plus... c'est plus concret pour nous comment ça peut se transformer, cette chose-là. Peut-être qu'on va amener des couvercles, mais... C'est ça. Mais j'aime bien, ouais, ce aquascaping, c'est-à-dire, je sais pas, spontanément, quand on pense à ça, on pense à un paysage sous l'eau. Mm-hmm. Mais on peut aussi l'envisager comme l'eau comme étant la matière, c'est-à-dire, c'est pas le paysage dans l'eau, mais c'est un peu par négatif, là. C'est-à-dire, c'est comme si on imagine les contours de l'eau dans ce contenant-là, puis la manière par laquelle cette eau-là s'exprime, puis les couleurs, les odeurs qu'elle peut prendre, puis tout ce qui la... Tu sais, c'est pas de l'eau pure, là. C'est-à-dire, elle est comme habitée, cette eau-là. Non, fait que j'aime bien ça, tu sais, le aquascaping, mais vraiment, pensez pas tant en termes de paysage qu'en termes de matière. C'est ça, un peu à la négative, là. Ouais, qui est comme un liant, mais qui est aussi, c'est ça, agentive, là, dans l'écosystème. Ouais, puis l'idée du vivarium, c'est aussi de pouvoir observer ce qui, normalement, s'observe pas, donc à travers la vitre. Puis l'idée, c'est de représenter les 3 bassins, donc à travers 3 vivariums différents. Issus des trois collectes, là. Ah, issus de ces différents eaux, là. OK. Puis dedans, on met 3 propositions poétiques qui réfèrent à chacun des bassins. OK. Ouais. OK. Ah, mais c'est ça, dans nos questions, on voulait savoir comment vous voyez
le maillage entre les différentes disciplines, là, l'ajout du... C'est sûr que j'ai insisté un peu sur l'odeur, là. Mais l'ajout de la dimension poétique dans les vivariums, c'est vraiment intéressant. Comment vous voyez cette relation-là entre vos différentes disciplines? Moi, j'ai comme un souvenir d'un moment où on était dans l'atelier, puis on discutait les trois, puis là, Gab, t'étais comme vraiment avec ta feuille, puis t'étais comme, OK, mais concrètement, là, visuellement, vous voulez que ça ait l'air de quoi? Parce que moi, je suis des arts visuels, fait que j'ai besoin de m'imaginer, tu sais. Parce que nous, on était très dans comme l'univers poétique, les mots, tu sais, on pensait déjà à nos textes, tu sais, parce que c'est un peu ça l'héritage de nos premières propositions. Puis toi, t'étais comme plus dans comment on va l'installer. Fait que je pense, il y a eu comme des... Je sais pas, ça nous a permis de préciser un peu, nous, comment on voyait le visuel, puis toi aussi, de venir aussi dans notre univers, puis de réfléchir comme à ton texte. Oui, je trouvais ça aussi... Mais dans... J'ai comme... comment je dirais ça? C'est cette espèce de maillon-là, comme ça peut devenir un peu... comment je dirais? Pas superposé ou... Plaqué. Ouais, plaqué. Tu sais, parce que là, mettons, on parlait de vivarium, puis on faisait le poétique, puis là, est-ce que le poème devenait l'être vivant, le qu'on regarde? Tu sais, parce qu'on peut vraiment rentrer dans du métaphorique qui est intéressant aussi. Oui, on sent ton envie que ce soit à propos de la matière aussi. Tu sais, que ce soit pas juste métaphorique. En tout cas, je sais pas, mais dans notre projet, il y a comme l'idée d'une collecte qui est comme concrète, tu sais, au bord des plans d'eau, qui est comme très matérielle, mais il y a aussi une espèce de collecte archivistique, poétique, puis là, c'est comme comment... En tout cas, je sais pas, tu sais, comment mettre ces deux choses-là ensemble. On dirait que le vivarium minier et poétique, ça permet ça, tu sais. De ton côté, Gabrielle, est-ce que la littérature était proche de tes pratiques, ou les pratiques littéraires, est-ce qu'elles sont sur ton radar, ou comment est-ce que tu les as interprétées, peut-être? Comment est-ce que tu les as incorporées dans ton travail? Ben c'est ça, comme j'ai dit, j'ai souvent collaboré avec Audrey sur des projets interdisciplinaires. Puis moi-même, j'ai déjà écrit un peu, mais c'est plus poésie de fond de tiroir. Puis, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la poésie, puis une envie aussi de matérialiser ça dans des installations en œuvre d'art. Okay. Je sais pas. Non, c'est Mais je trouve aussi que notre manière de travailler ensemble, ça fait justement que tu travailles avec des matériaux organiques, puis nous, on peut travailler sur des choses de l'ordre de l'effacement ou qui sont comme invisibilisées. Je trouve que comme cette évolution-là du matériau, elle fonctionne bien aussi avec le propos poétique, textuel, tu sais. C'est pas juste instrumental de dire « Ah, j'ai un poème, sur quoi je vais le mettre », on dirait que là, la matière prend plus de sens quand elle est avec le poème et inversement, tu sais. En tout cas, moi, je trouve, là. J'anticipe sur une question qu'on voulait vous poser un peu plus tard, mais on reviendra à votre expérience plus globale là, d'animatrice du balado, parce que il y a certainement des choses qui sont à dire là-dessus aussi. Mais moi, j'avais envie de faire tout de suite le lien entre ce que vous avez entendu en faisant le balado puis la métamorphose qui a donné lieu à à l'état actuel de votre proposition. Est-ce que avez-vous l'impression que ça vous a donné la permission d'expérimenter un peu plus loin? Avez-vous l'impression d'être influencé ou pas du tout? Ça pourrait aussi être aucune influence. Vous n'y avez même pas pensé. Ben, je pense que dans nos idées premières, les balbutiements de la métamorphose, l'idée d'aller autour du lac, là, je pense que c'était quand même bien en contact avec Gisèle, là, puis sont en tout cas des pratiques bien in situ, là, mais en tout cas, finalement, on va semi-là. En tout cas, c'est comme c'est bimodal, je pense qu'on peut dire. On amène le lac dans la galerie. Oui, c'est ça. C'est exactement. comme un mouvement inverse. Oui, c'est ça. Oui, puis... Ben, il y a comme une réflexion sur les temporalités là, qu'on a eue C'était tellement intéressant de parler avec Martin Beauregard et d'avoir comme l'avis d'une personne de Rouyn-Noranda, parce que n'empêche que ça faisait quand même c'était pas une chambre d'écho, là, mais c'est juste que c'était quand même différent comme impression du lac et que les autres avec les autres participants. Puis moi, j'avais
en lisant Arsenic, mon amour, puis je pense en voyant ou en écoutant aussi Pays des cratères, il y avait comme la question de la temporalité de la ville-mine qui se termine quand la mine se termine. Puis là, on dirait que je voyais un peu cette espèce de temporalité spéculative là, qui permettait un peu de sortir de cette temporalité imposée par la fonderie. Mais là, en fait, Martin, il disait, ouais, mais la fonderie, elle n'a pas de fin comme une mine parce que c'est du recyclage, fait qu'elle peut être éternelle. J'étais comme, oh, OK. Oui. Ah, mais c'est passionnant. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il y a comme, là, on dirait que l'idée de l'accumulation, elle prend comme une autre échelle. Ouais. C'est de penser en termes de réseau, là, mais enfin, on en parlera. Ce serait un mot tout à l'heure, mais c'est-à-dire ce qui se passe là-bas, c'est ici aussi. Là, c'est-à-dire l'eau dans le fleuve Saint-Laurent, c'est l'eau du lac Ossisco. Là. Ouais, donc, c'est de ramener ça un peu plus proche là, aussi. Là. Enfin, Bon, je sais pas qui écoute, mais il y a peut-être des gens de l'Abitibi, il y a des gens qui sont pas du tout dans le même bassin hydrographique, mais enfin, c'est de reconnaître. Ces influences sont pas juste des influences de travail ou des influences conceptuelles ou des influences de pratique, mais c'est aussi des influences dans les matériaux puis dans l'eau elle-même. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je me souviens comme même... il y a plein de choses qui m'ont marqué dans ce balado-là, puis les conversations qu'on a eues. Mais tu sais, je me souviens d'une fois où, quand on a reçu Kim et Philippe, à la fin, on était hors onde, là, mais on parlait avec Sylvain, le technicien, puis lui, il a commencé à nous dire que le soir même, il s'en allait à une manif contre le projet d'enfouissement qui se passe à Blainville, tu sais. Puis il disait, tu sais, ça, c'est maintenant, c'est ici, puis il était comme super engagé, tu sais. Puis je trouve que c'est vrai que c'est comme... un sujet qui nous mène à réfléchir à plein d'autres lieux qui sont comme proches de nous, tu sais, en tout cas. Oui, ben j'ai l'impression que vous abordez déjà la question, mais votre expérience... Non, mais c'est super, puis je trouve ça tellement intéressant de voir la pensée qui a évolué entre l'épisode d'introduction puis aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué, mis à part peut-être Sylvain? Non, c'est une blague. Non, mais on remercie Sylvain, qui a été tellement un bon accompagnement pendant tout le projet. Mais qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce que vous avez... sur quoi vous avez envie de revenir si je vous demande c'était quoi l'expérience d'animer le balado durant les derniers mois? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, peut-être je commencerai avec un exemple. Je pense que le premier épisode que nous, on a fait, moi et Mélanie, juste ensemble, c'était avec Nicole puis Gisèle. Puis je trouve que quand on fait des maillages avant les épisodes, qu'on se dit « Ah, ces deux personnes-là, ils iraient bien ensemble », tu sais, c'est un peu un gamble en même temps, là. Puis je trouve que là, ça avait été vraiment intéressant parce que Nicole puis Gisèle, ils ont commencé en disant qu'ils étaient vraiment contentes d'être ensemble parce qu'il y avait toutes deux une pratique du dessin. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que moi, Gisèle, j'ai vu un peu ses projets. Tu sais, Gab, t'as travaillé sur des choses qu'elle a fait l'été passé. Puis on dirait que dans ma conception, tu sais, de littéraire, de c'est quoi le dessin, c'était pas ce que Gisèle elle faisait, tu sais. Fait que ça, c'est un truc qui m'a marqué, l'idée d'avoir des intentions très similaires, mais des gestes qui sont comme complètement différents, tu sais, ou en tout cas, un rendu qui est différent, mais des gestes qui s'expliquent de la même manière, tu sais, que Nicole, elle, c'est vraiment le dessin, elle nous parlait des crayons qu'elle utilise, des types de papier, tu sais, il y a quelque chose de très matériel. Gisèle, c'est plus dans l'installation, les environnements, là, Gab, tu pourrais le décrire mieux que moi, là, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que moi, on dirait que ça a parti fort, puis c'est quelque chose qui est revenu quand même souvent dans les épisodes. Oui, que finalement, les gens ont plus de points communs que peut-être ce qui paraît quand on regarde de loin leur pratique. Je sais pas si je formule bien ta pensée. Mélanie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, je trouvais ça quand même intimidant, puis aussi justement d'avoir cette répartie-là, d'écouter qu'est-ce que la personne vient de dire, puis de pouvoir dire oui, ben là j'ai bien compris, voici comme il y avait comme je trouvais ça en tout cas, c'est vraiment plus au niveau de l'impression et du sentiment en général mais en tout cas, mais en même temps c'était aussi vraiment riche d'entendre les visions des gens sur comme l'impact de leur pratique sur le social puis le collectif. Ils se situent vraiment tout à des... En tout cas, c'est comme tout très varié, puis en même temps, on pourrait... En tout cas, ouais, j'ai des exemples concrets. Mais moi,
je trouve que c'est vrai ce que tu dis, puis on en a parlé souvent, de comme être capable de rebondir, mais aussi, je trouve que au fil des épisodes, on a comme commencé à penser nos questions pour, je sais pas, rendre intelligibles des choses qui peuvent avoir l'air évidentes pour un domaine, mais toi, quand tu y appartiens pas, tu sais, je me souviens avec Shabnam puis Didier, on a vraiment commencé en disant, mais dans le fond, c'est quoi l'architecture du paysage, tu sais? Fait que là, c'est comme ça amène des discussions aussi, c'est pas nécessairement plus simple, mais c'est juste intéressant de revoir. Moi, j'aime toujours ça, entendre les gens définir, tu sais, des choses, là. Je trouve que ça nous amène dans plein de directions, puis, tu sais, c'est vrai, on avait vraiment ce souci-là de se dire, OK, mais nous, en fait, on connaît pas ça, puis je pense que ça peut être intéressant de le demander, parce qu'il y a sûrement plein d'autres personnes qui savent pas, puis ça, c'est ça. Ça, puis aussi, ça amène un peu cette idée-là de faire un symposium qui est inclusif, tu sais, puis de dire c'est quelque chose qui va être universitaire, mais qui va être aussi ouvert au grand public. Puis moi, en tout cas, ça a influencé la manière dont j'ai pensé le projet qu'on fait ensemble, de dire, mais là, il y aura pas juste des littéraires. Fait que c'est aussi, ça influence le type de poème que t'écris, comment tu l'écris, toute la forme de la performance, tu sais, en tout cas. Mais en fait, moi, j'adore ta réponse, là, Mélanie. Okay. Non, mais c'est vrai, je trouve que... Mais c'est un peu comme ça, moi, en tout cas, que j'avais imaginé la mission du balado, c'est-à-dire de placer les gens sur une espèce de ligne horizontale où on pourrait discuter de la recherche en se rapprochant un peu les uns des autres, puis en faisant un exercice de vulgarisation qui en effet, que vous étiez comme en charge de piloter. Ça veut dire non, mais c'est vrai, ça veut dire poser des questions à des chercheurs, à des chercheuses, hein, puis de leur demander de traduire pour des gens ce que des termes parfois compliqués mais tellement intéressants puis utiles dans leur domaine font, à quoi ça sert toute cette terminologie, tout ce langage. T'sais, donc c'était un peu votre tâche, fait que de se dire, tu sais, l'espèce d'effort là, intimidant, mais c'est normal parce qu'il y avait une sorte de travail de poser les choses sur une ligne plus horizontale, alors que habituellement elles sont plutôt éloignées les unes des autres. Ben peut-être parler du maillage interuniversitaire, extra-universitaire, puis de l'impact après ça, tu sais, de parler d'espèce de macro du projet, mais puis de nous ramener aussi à ce que ça a pu avoir comme impact sur vos recherches, vos réflexions. Je sais pas si Audrey, tu voudrais commencer, ouvrir le bal. Ouais, c'est une grande question, mais ben je pense que la manière de penser le projet, tu sais, interuniversitaire puis aussi extra-universitaire, ça a été fait d'emblée avec la rencontre de Geneviève, qui est comme tellement invitante. Tu sais, pour moi, c'est comme vraiment quelqu'un de cœur puis de trip, tu sais, qui est prête à embarquer dans des projets un peu éclatés, artistiques. Fait que je trouve que ça invite de l'autre côté à vouloir aller dans ce que c'est l'engagement social, le design social, ou en tout cas, tu sais, sa pratique à elle, puis d'essayer de vouloir vraiment entrer en dialogue avec une communauté qu'on connaît pas. Après ça, je pense que la fin de semaine à Rouen aussi, tu sais, qu'on était comme dans l'organisation, ça nous a amené à comme se préparer aussi à rencontrer des gens, tu sais, autant du domaine du développement minier que archivistique. Ça donne aussi des idées puis des inspirations. En tout cas, moi, dans mon projet personnel de maîtrise, ça m'a amené à me dire, OK, genre, je peux... tu sais, là, cet été, je vais aller faire un séjour de recherche en France, parce que je me suis dit, en fait, ça peut avoir différentes... Un projet d'écriture peut avoir des inspirations tellement variées, fait que là, ça m'a donné envie d'aller dans un centre d'archives à l'Institut d'histoire d'aluminium, parce que c'est un peu ça qu'on a fait à Rouen, tu sais, comme... Je sais pas, moi, ça m'inspire dans ma pratique de dire, en fait... quand on multiplie les acteurs, on épaissit aussi le dossier qu'on a, puis ça enrichit nos œuvres, finalement. Oui, puis en fait, les gens du milieu, pas de l'université, sont aussi intéressés à collaborer puis à échanger avec des gens du milieu de la recherche. Puis ça, des fois, on le sait pas si on l'a pas testé, clairement. Mm-hmm. Mélanie, toi, comment t'as vu cette espèce de sortie interuniversitaire, extra-universitaire, micro, ton projet? Comment tu vois tous ces éléments-là ensemble? Bien, en fait, je voulais revenir... Ben moi aussi, je vais parler de l'impact de Geneviève, mais aussi du projet, du collectif Territoire. Puis en lien aussi avec le séjour qu'on a fait à Rouen, là, la dernière fois. Puis ça m'a vraiment marqué parce qu'elle disait
un peu que, ben en tout cas, là, je paraphrase là, grossièrement, là, que les gens de Rouen étaient comme un peu tannés de se chicaner, genre, puis qu'il y avait comme une fracture sociale autour des questions de la fonderie, justement, puis que je pense que le déplacement du regard sur le lac permettait comme d'envisager d'autres voies de coopération. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme inspirant, même si comme le déplacement de la focale pouvait sembler un peu malaiser comme les gens parce que c'est comme si ça pouvait ne pas être assez critique, mais en même temps, moi, ce que je trouvais, c'est que les gens, finalement, autour du lac Ossisco étaient quand même vraiment proactifs sur cet enjeu-là. Puis c'est ça. Puis au sein même du collectif, il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas toute la même opinion, mais ça les empêchait pas de coopérer. Voilà. Donc, puis on dirait que moi, c'était quand même un peu ça que je garde, en fait, pour mon projet de recherche au doctorat, qui est comme sur la possibilité de coopération dans l'inconfort et dans le dissensus. Là. Oui, que de trouver une troisième voie, des fois, ça permet cet inconfort-là, ça permet de continuer à faire des choses malgré certains malaises au lieu de rester pris dans une espèce de polarité. Là. Oui. Absolument. Gabrielle, je t'ai pas posé directement la question, mais quand même, tout cette espèce de parcours et cette odeur dans ton atelier, ça vient d'avoir un impact. Est-ce qu'il y a eu des espèces d'influences sur tes propres projets, sur ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens? Ben oui, mais c'est ça, j'ai pas encore vécu autant le projet que Audrey ou Mélanie, mais je trouve que le volet interdisciplinaire est vraiment intéressant, puis c'est rare qu'on voit des projets autant interdisciplinaires, tu sais. Puis moi, c'est un peu quelque chose auquel j'aspire. Je suis comme un peu une scientifique improvisée, fait que je trouve ça vraiment nice d'avoir accès à des scientifiques puis des spécialistes dans d'autres domaines, que j'ai hâte de rencontrer ce monde-là pour poser mes questions. Mais concrètement, pour mon projet, ça m'a vraiment donné envie de cet été d'aller travailler directement à partir d'un lac eutrophié puis de rester longtemps, puis là, de faire mes impressions vraiment à partir de la matière présente sur le lieu. Magnifique. Quel lac? Il faut que j'en trouve un. Ah, OK. Il n'en manque pas, je pense. Oui, c'est ça. Non, mais ce que j'entends, cette ouverture, c'est une ouverture, c'est un mot qui est revenu souvent. Puis, je veux dire, l'université permet ça aussi. Puis, je pense qu'il y a comme une imaginaire de l'université qui le voit pas, ça, ou enfin qui l'encourage peut-être un peu moins. Mais, l'université est fondée sur cette ouverture-là. Puis, on peut porter notre attention, finalement, à tous les savoir-faire, y contribuer surtout là, à ces savoir-faire-là. Puis c'est le principe de la liberté académique. Là. Je pense que c'est comme bon de se le rappeler. La liberté académique, c'est pas juste non à la censure, là, mais c'est plutôt c'est d'ouvrir. C'est pas de dire non à quelque chose, mais c'est de dire oui à ça, à ça, à ça, à ça, puis de voir qu'est-ce qui se passe quand on... C'est de voir les universités comme des lieux de créativité, finalement. Là. Absolument. Moi, j'avais envie, en conclusion, de vous demander à toutes les trois si vous aviez envie d'ajouter un dernier élément, s'il y avait un mot de la fin, Ah, mon Dieu, il y a un objet dans la pièce. Non, mais... Moi, je touche pas à ça. Ouais. non, mais ça, c'est du bioplastique. C'est quand même glu-glu. Ouais, c'est surprenant. Voulez-vous décrire l'objet? C'est un test. Gab, décris-le. C'est un long bout, une retaille de bioplastique c'est quoi du verre. Ben, c'est une recette que j'ai élaborée à partir de glycérine puis de gélatine. Puis on a fait un test de gravure au fer à souder. Puis c'est pas mal concluant. On aime bien l'esthétique. Mais c'est ça, normalement, on travaille avec pas des CNC, mais de la graveuse laser du département des arts. Puis là, pas accessible, fait qu'on a fait ça à la main. Puis je trouve que ça rajoute... le fait de le faire, ça rajoute vraiment quelque chose. Oui, dans le geste de graver un poème sur de la matière organique.
Mais on le voit pas, mais c'est une espèce de bande verte-jaune avec des mots tracés dessus. Il y a un côté qui est un peu plus foncé que l'autre. C'est vert à cause de l'épinard, en fait, que j'ai racheté. Ah! C'est Oh mon Dieu! Je suis tellement contente de ma question. Ah, mais je suis contente qu'on finisse sur un légume. Là-dessus, j'aimerais dire un grand merci. Un merci spécial, bien sûr, à Gabrielle, c'est vraiment, t'as comme une perspective tellement complémentaire. C'était hyper riche de t'entendre. Et puis, évidemment, c'est grâce à toi, l'épinard. Donc, je suis très reconnaissante. Mais un merci spécial quand même à Audrey et à Mélanie qui ont piloté beaucoup d'aspects du projet. Puis je pense que vous faites ça magnifiquement. Donc, je tiens à vous dire un beau merci. Je vais laisser Jonathan peut-être conclure l'épisode. Oui, parfait, merci. Voilà, mais ça clôt pas juste l'épisode, mais ça clôt le balado. Absolument. Donc, voilà ce qui clôt le balado Ossisco, un lac de tête. Puis, un lac de tête, c'est quoi? On en avait parlé ici. D'abord, c'est un lac sans affluent là, qui est irrigué par de l'eau de ruissellement. Puis Ossisco, c'en est un. Et toute son eau coule vers le sud. Lac Rouyn, la rivière Kinojévis, la rivière des Outaouais, le Saint-Laurent, fleuve, estuaire, golfe, l'océan Atlantique. Ça a l'air linéaire, mais on se souvient de nos cours de primaire. Puis les mouvements de l'eau ne sont pas linéaires ou unidirectionnels. Il y a un cycle de l'eau. On se rappelle, là, évaporation, condensation avec tous ces hydrométéores, là, pluie, neige, brouillard, etc. Puis pour tout dire, c'est encore plus qu'un cycle, là, c'est-à-dire les métaphores ont aussi leurs limites. L'eau est en mouvement, elle est en mouvement, elle est du milieu vers d'autres milieux. Et donc, Ossisco, de tête bien locale, c'est aussi un lac ailleurs et pluriel. Puis on l'entend déjà dans son nom, d'origine cri, le rat musqué. On est déjà entre des cultures avec la nature, là, pour reprendre une distinction peut-être un peu compliquée. Mais le lac de tête réfère aussi, là, comme le soulignaient Audrey et Mélanie au tout début là, du balado, donc à l'expression comme un homme ou une femme de tête, là, c'est-à-dire une personne qui a du jugement puis de la mémoire ou faire à sa tête, t'sais. Et cette identité mouvante, agentive de l'eau, et je pense que c'est un peu à l'image là, du projet, dont je rappelle la prémisse, le lac Ossisco est lesté par une pluralité d'usages. Ils sont transformés, perdus, imposés. En attente, ce sont les spectralités et les spéculations du lac. Le projet réunit une vingtaine de chercheurs, de chercheuses, de créatrices, de créateurs de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec le collectif Territoire, un laboratoire d'innovation territoriale dont le projet phare est de réhabiliter et de valoriser le lac Ossisco. Donc, œuvrant en littérature, dans les arts visuels, en aménagement, les participantes du projet produisent à leur manière une proposition qui rend visible des usages latents du lac et de sa rencontre avec l'humain, et vous les avez entendus dans les derniers épisodes. Je remercie évidemment tous ces participants et ces participantes. Le projet se déploie donc à l'aube du 100e anniversaire de la ville, se concrétise évidemment dans ce balado, aussi dans un symposium à Rouyn-Noranda les 9 et 10 mai 2025, aussi dans un livre à paraître aux éditions Sagami. Puis l'objectif est toujours celui de pluraliser et de diffuser les imaginaires collaboratifs du lac Ossisco. Pour conclure, des remerciements de ma part donc, aux organismes qui nous appuient, et je vais les lister, donc la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, le Laboratoire d'innovation territoriale Collectif Territoire, l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge du développement urbain et immobilier, le CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, Figura, le Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire, le Centre Sagami, l'Écart, lieu d'art actuel à Rouyn-Noranda, le bar-librairie L'Ivresse à Rouyn-Noranda, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH. Je remerciais les participants et participantes du projet que vous avez entendus durant ce balado. Je remercie aussi le comité de pilotage avec qui c'est un réel plaisir de travailler. Geneviève Aubry du collectif Territoire, le professeur Martin Beauregard de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la professeure Charlotte Biron de l'Université du Québec à Montréal, estimés collègues, et la professeure Shabnam Rabar de l'Université de Montréal.
Remerciements enfin et surtout à Mélanie Harel-Michon et Audrey Grandchamp, les coordonnatrices du projet, les animatrices de ce balado que vous avez suivi. Je m'appelle Jonathan Hope. Merci pour votre écoute. Et de votre côté, peut-être une question. Quelles sont vos pratiques qui abordent de manière créative les enjeux environnementaux, les lieux que vous habitez, les lieux qui vous habitent? Merci. Merci à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, le Laboratoire d'innovation territoriale Collectif Territoire, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Observatoire Ivanhoe Cambridge du développement urbain et immobilier, Figura, le Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le Centre R, le Centre Sagami, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, l'Écart, lieu d'art actuel, la revue Liberté, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.